Nous avons récemment fait deux découvertes fondamentales. D'une part, nous nous sommes rendus compte que les comportements criminels ne dépendaient pas principalement des gènes, mais bien plus de facteurs environnementaux. Mais ces influences externes altèrent le cerveau dès le plus jeune âge. Et si rien n'est entrepris pour les contrer, ces changements s'ancrent profondément entre l'âge de 4 et 7 ans, comme s'ils étaient d'origine génétique. On a compris cela récemment. Ces découvertes semblent appuyer les théories selon lesquelles l'environnement social serait la cause des comportements criminels. Le cerveau est marqué par chacune de nos expériences. Plus elles se produisent à un âge précoce, plus leur empreinte est profonde. La question est la suivante. Ces individus sont-ils responsables de leur comportement violent? La réponse est non. Si l'on considère qu'ils ont agi en toute conscience, alors ils doivent être condamnés. Mais si l'on considère qu'ils ne sont pas responsables, il faut chercher la cause de leur comportement et réfléchir aux changements que la société doit opérer. Chez la plupart des criminels, tout commence très clairement dès la prime enfance. C'est cette piste-là qu'il faut remonter, incontestablement. Aux années noires de l'ère coloniale qui régissait l'ancien Congo belge, ont succédé plusieurs décennies de violences qui ont laissé de profonds stigmates. Thomas Selbert est un neuropsychologue allemand. Il se consacre depuis des années à l'étude des penchants meurtriers chez l'être humain. Nous voulons comprendre pourquoi les crimes perpétrés dans cette région sont aussi cruels, aussi brutaux. Les armes et l'argent affluent en provenance de l'étranger. Le pays compte en outre un nombre effrayant d'enfants soldats. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe chez ces enfants. Pourquoi deviennent-ils des meurtriers? Pas simplement des combattants, mais des machines à tuer. La population civile est la principale victime de ces affrontements. Selon les estimations officielles, entre 3 et 5 millions de personnes sont mortes au cours des 10 dernières années. Quantité de femmes ont été violées. Thomas Selbert a travaillé sur les victimes de violences dans différentes zones de guerre avant de s'intéresser à ceux qui les commettent. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez tué quelqu'un? Je me sentais à l'aise. C'est vrai que des gens mouraient, mais ça ne me posait pas de problème. Au cours de notre évolution, nous sommes devenus des chasseurs, mais pas nécessairement des chasseurs d'hommes. La question est la suivante. D'où provient cette inhibition qui nous retient de tuer nos congénères? Ce qu'on a pu constater, c'est que cette inhibition est provoquée par des fonctions cognitives supérieures, telles que la pensée, l'éducation, l'enseignement de la morale. Il faut apprendre à un enfant qu'il y a des limites. Si cette socialisation n'a pas été faite, alors l'être humain, et l'homme en particulier, devient capable de tuer d'autres hommes. Qu'est-ce qui pousse un homme à devenir en très peu de temps un tueur de masse? Une question à laquelle s'intéresse le sociopsychologue Harald Welzer. Pour tenter d'y répondre, il s'est penché sur un chapitre peu connu de l'Holocauste. Depuis avril 1941, des réservistes de la police régulière allemande renforcent les unités mobiles d'intervention. Envoyés derrière la ligne de front, ils sont chargés d'assurer le calme selon la formule de l'occupant nazi. Parmi eux, des pères de famille, des employés de poste, des ouvriers, des professeurs. En l'espace de 2 ans, ils vont exécuter des centaines de milliers de juifs polonais et russes considérés comme ennemis politiques du régime. Des systèmes racistes et totalitaires tels que celui-là contestent l'appartenance d'un ou plusieurs groupes d'hommes à un ensemble commun, à un ordre social établi. Ici, il s'agissait de la communauté du peuple, telle qu'elle avait été instituée par les nazis. Ceux qui en faisaient partie se donnaient le droit de traiter différemment ceux qui en étaient exclus. Le constat est accablant. Dans l'histoire de nos sociétés, on n'a jamais vu une exécution de masse échouer parce qu'il manquait des hommes de main. Il n'existe aucun exemple de génocide qui n'aurait pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de meurtriers.
Ceux qui tuent dans les exécutions de masse sont en général des hommes qui auparavant avaient une activité et une vie tout à fait normale. Ce ne sont pas des individus qui ont attendu toute leur vie d'avoir une occasion de tuer. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, ne doutent pas qu'ils sont des hommes bons, qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche et qu'ils ont le sens de la justice. Ils ont tué des civils, des femmes, des enfants. Pas dans une chambre à gaz, mais avec un fusil, en leur faisant face. Dans le cas du 101e bataillon de réserve de Hambourg, on dispose de nombreux documents qui montrent que le choix avait été laissé aux hommes de participer ou non à cette exécution de masse. Un bataillon de ce type comptait 500 hommes. Et dans le cas du 101e bataillon, on sait qu'entre 6 et 11 hommes avaient choisi de ne pas participer aux exécutions et de se retirer du groupe. Une grande partie des Juifs polonais et russes a été tuée lors de ces exécutions, avant même que les nazis ne mettent en œuvre leur solution finale dans les camps de concentration. Si un homme est amené à faire quelque chose qui ne correspond pas à ses principes moraux, c'est-à-dire tuer d'autres hommes qui ne lui ont rien fait, il va éprouver d'énormes difficultés à donner du sens à son acte. Une citation tirée de l'enquête menée sur le 101e bataillon illustre parfaitement cela. Au cours de l'interrogatoire, un des hommes a déclaré « C'était une épreuve permanente et je n'arrivais à tuer que des enfants ». Dans le rapport, on sent bien la surprise de l'enquêteur. Puis, l'homme a continué. On avait passé un accord avec un camarade. Lui ne tuait que des mères. Comme les enfants ne pouvaient pas survivre sans elles, je pouvais me dire que d'une certaine façon, je les délivrais en les tuant. En considérant son crime comme une délivrance, cet homme se retranchait derrière une certaine moralité. Il pouvait se dire « Je suis encore quelqu'un de bon, je ne tue pas comme les autres, de façon irréfléchie et sans scrupule ». Quand tuer n'est plus seulement permis, mais légitimé sur le plan moral, les notions de mal et de bien s'inversent. Ce qui est affligeant, c'est que cette mise à l'écart d'une certaine catégorie de la population que l'on a privée de ses droits, pillée, puis en toute fin déportée et assassinée, s'est faite dans un temps très court. Il n'a fallu que 8 ans pour qu'une majorité d'Allemands ait le sentiment profond qu'il était normal de traiter autrement ceux qui ne faisaient pas partie des leurs. Si l'on admet que ces gens ont agi et fait ces choix parce qu'ils y voyaient un sens, alors on a soi-même un vrai problème. Cela voudrait dire que dans certaines circonstances, on n'agirait peut-être pas autrement soi-même. Quand on essaie de savoir d'où provient le mal et qui l'incarne, on pense toujours que ce sont des êtres radicalement différents de nous. Pourtant, ceux qui commettent des crimes ne sont pas des extraterrestres, mais des gens comme vous et moi. Ce sont des personnes qui nous ressemblent et avec lesquelles nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. J'ai un ami de mon fils qui était dealer connu, mais dealer gentil. Dealer qui dit bonjour aux dames âgées dans le jardin de la cité. La police l'a pris en flagrant délit, ils l'ont mis en prison. Dans quelle cellule ils l'ont mis ? Au lieu de le mettre dans une cellule où quelqu'un va lui dire « Écoute, arrête de faire des bêtises, va reprendre tes études, ne sois pas comme ça », ils l'ont mis chez 2 islamistes. Il est sorti de la prison avec une barbe noire, des cheveux jusque-là. Il n'aime plus aucun Français. Il dit plus bonjour aux dames âgées. Tout ce qu'on lui avait appris avant, il a appris que le contraire même de l'islam, parce que l'islam n'a jamais dit ça. Alors à quoi ça sert la prison ? On croyait que la prison, c'est pour rééduquer les jeunes, mais au contraire.